Merci Fionia d'être avec nous ce soir. C'est vraiment une joie. Je pense que vous le savez, j'ai attendu. Mais je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être là et ça n'a pas été sans mal car la pente est rude. La rude Ménilmontant grimpe. Il faut préciser que la Maison de la Méditation, pour les non-parisiens et pour ceux qui nous regarderont, est très en hauteur. Voilà. Donc Fionia, après des études de journalisme et de cinéma, très jeune, vous êtes recrutée par le magazine Cosmopolitan. Et puis, quelques années plus tard, vous co-fondez, vous co-créez un autre magazine féminin, Bi, dont vous allez diriger la ligne éditoriale jusqu'en 2014. Donc déjà pour le parcours professionnel de la première de la classe qui va très très vite, parce que vous avez commencé tôt. Et puis en 2015, vous lisez le livre de Roxane Gay, Bad Feminist, vous le lisez en anglais, en américain. Et là, il y a comme un tournant qui s'opère dans votre vie et peut-être dans votre vision du monde. Et vous chaussez les lunettes féministes que vous aviez probablement commencé à chausser avant. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui s'éclaire. Disons que les lunettes n'étaient pas très loin. Les lunettes n'étaient pas... Et là, vous les prenez. Voilà, les lunettes étaient déjà dépliées sur un guéridon pas très loin. Elles étaient déjà, vous voyez, bon, elles n'étaient pas loin. Elles étaient vraiment sur le point de sauter sur mon nez. Formidable. Et Roxane vous a permis de les chausser, vraiment avec la colle forte derrière les oreilles. Délibérément. Et alors, suite à ça, vous commencez un travail assez extraordinaire via de nombreux livres qu'on a lus, qu'on va découvrir, des livres qui à chaque fois abordent des thèmes de société, des enfermements qui pèsent sur les femmes, mais dont on n'a pas forcément conscience. L'injonction à la maternité, par exemple. Le rôle de la belle-mère qui, dans les familles recomposées, donc est un rôle largement endossé, mais qui a encore beaucoup de préjugés qui l'assaillent. Et puis l'agisme et le sexisme, un cocktail pernicieux dont vous parlez très longuement, très bien dans votre dernier livre, Vieille peau, qui est sorti cette année, qui est sorti il y a quelques mois. Et Vieille peau, c'est le sujet de ce soir, c'est vraiment une enquête très documentée que vous avez menée dans le pays des femmes contraintes par l'agisme et par le sexisme. On va y revenir. Et ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'au-delà de cette enquête sociologique, il y a un entremêlement avec votre parcours intime, avec votre parcours de vie. Vous faites résonner votre propre parcours avec l'histoire des femmes, finalement. Et ça donne toute sa saveur à ce livre, qui n'est pas dénué d'humour, mais on va découvrir que vous n'en manquez pas. Ce qui permet aussi de faire passer pas mal de pilules avec une certaine élégance. L'humour, c'est... moi, j'ai coutume de dire... que l'humour, c'est le beurre dans les coquillettes. On peut manger les coquillettes sans, mais c'est meilleur avec. Et dans la méditation, on dit souvent que l'humour, c'est l'espace. Ça donne de l'espace et ça crée du jeu entre deux pensées, entre deux phrases, entre deux... Ça permet de prendre du recul, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ça permet de créer de l'espace, c'est vrai, c'est une jolie façon de voir les choses. Par ailleurs, vous êtes très active sur les réseaux sociaux et tant mieux pour moi parce que c'est par Instagram que je vous ai découverte et connue et rencontrée la première fois avant qu'on se rencontre ici. Et votre Instagram, il est passionnant. Bon, il mobilise plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et il est passionnant parce que chaque post est vraiment... quasiment un article, on pourrait dire, en tout cas, une étude fine d'un événement, d'une contrainte, d'un fait de société. Et c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup de tact et de manière intransigeante en même temps. Donc je trouve intéressant que vous arriviez à mêler ces deux aspects. Donc voilà, pour votre parcours, oui, parce que c'est sincère et c'est bien pour ça que je tenais à ce que vous veniez... nous parler ici. C'est vraiment une joie pour nous. C'est un beau cadeau que vous nous faites. Et puis, eh bien, allons-y. Vieille peau. Donc, ce livre sur la vieillesse, sur l'injonction à ne pas vieillir qui est imposée aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, peut-être ce qui vous a amené à écrire là-dessus et est-ce que la peur de vieillir est quelque chose que vous connaissez ? Alors, c'est pas que je connais la peur de vieillir, c'est que ça me hante. J'ai 41 ans aujourd'hui, j'ai peur de vieillir depuis que j'ai 15 ans. Ça vous environ. Hante. Vraiment, c'est quelque chose...
En réalité, je me suis rendu compte que j'aurais pu écrire ce livre. Alors, je l'aurais écrit très différemment, mais ce livre, je le porte en moi depuis très très longtemps. Et j'aurais pu écrire ce livre. C'est le premier livre que j'aurais pu écrire, plus exactement. Mon premier livre a été un livre de recettes de cuisine, figurez-vous, car je fais la cuisine et j'adore ça. Ça a été ma forme de méditation. Non, mais c'est vrai, hein. Je ne savais pas dans quel sens tenir une casserole. Jusqu'à, là aussi j'ai eu une épiphanie gastronomique très tard, je ne savais pas dans quel sens tenir une casserole, et un jour j'ai découvert ça, c'est un peu comme le féminisme, bref. Et donc, mais ça n'est pas sans rapport, d'ailleurs, ça n'est pas mélanger les choses, bref, ça n'est pas sans rapport. Et en fait, j'aurais pu commencer par ce livre, j'aurais vraiment pu commencer par décrire ma peur de vieillir. Et j'aurais certainement pas écrit, en tout cas, les choses comme aujourd'hui je les ai écrites avec un prisme féministe, puisque, comme vous l'avez dit, pendant très longtemps, je n'ai pas eu conscience de mes privilèges d'abord. Je pensais que mes privilèges étaient la norme. Et donc, j'avais pas conscience du double standard du vieillissement. Et je pensais que cette peur de vieillir, dont j'avais pas vraiment conscience en fait, j'avais conscience de plein de choses dont je vais parler, mais je pensais vraiment que d'abord j'étais la seule à éprouver cette peur de vieillir aussi jeune. Je pensais que ça relevait d'une névrose de ma vaste collection de névroses personnelles. Oui, vous dites souvent d'ailleurs que quand une femme jeune, une jeune femme ou une jeune fille, peut-être encore pire une jeune fille, mais une femme jeune, quand elle parle de sa peur de vieillir, on considère ça soit comme une coquetterie, soit comme une névrose. Exactement, exactement. Et on considère, voilà, exactement. Et on n'est pas censé parler du vieillissement, on n'est pas censé parler de sa peur de vieillir ni du vieillissement avant d'avoir atteint un certain âge. Là, ça fait du... Non, ça va? Ok. Il pleut très fort, hein. Je vais m'amuser en vélo, je vais m'amuser. Hein. Donc on n'est pas censé parler de la peur de vieillir et du vieillissement avant d'avoir atteint un certain âge. Et en général, ce certain âge, ça coïncide avec le cap de la ménopause, qui est considéré comme le début de la fin hein, pour les femmes, voilà, ou la retraite, voilà. Et c'est très étonnant parce qu'il y a eu plusieurs livres ces dernières années, et je m'en réjouis, c'est un thème qui a commencé à émerger dans la sphère féministe. Après, c'est drôle d'ailleurs, parce que c'est une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille Froidevaux-Métry, qui, lors d'une rencontre que nous avons eue ensemble, disait que cette nouvelle vague du féministe avait commencé avec l'apparition des règles dans l'espace public, et ça finissait avec le vieillissement et la ménopause. Et c'est vrai. En passant par la maternité, etc. Et donc c'est tout un cycle de la vie des femmes, du corps des femmes, qui a peu progressivement émergé dans l'espace public, et je trouvais que c'était très intéressant. Et donc moi, en tant que jeune femme, je n'étais pas censée parler de ça. Et puis j'ai eu 40 ans, ce qui est un cap hautement symbolique, enfin en tout cas j'approchais de la quarantaine, ce qui est un cap hautement symbolique. Et surtout, ça a coïncidé en tout cas avec l'AVC de mon père, qui est devenu dépendant, complètement dépendant, et qui a perdu toute autonomie et toute indépendance à l'âge jeune de 70 ans. Donc en fait, il a perdu son indépendance, je me suis retrouvée aidante, j'ai eu 40 ans, et j'avais tout ce bagage de hantise du vieillissement, alors que cette perte de mes proches, cette peur de la dépendance de mes proches, n'avait jamais fait partie de mes réflexions. Et le fait de les expérimenter avec un regard féministe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand mon père est devenu complètement dépendant, et qu'il a pris 30 ans, parce qu'il était beaucoup plus jeune, il était sportif, il a pris 30 ans en un mois. Et c'est très spectaculaire. Et là, j'ai vu ce que le vieillissement et la dépendance des personnes, notamment âgées, pas uniquement âgées bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes vulnérables, enfin les personnes vulnérables, il y a beaucoup de personnes âgées parmi les personnes vulnérables, parmi les adultes en tout cas vulnérables. J'ai vu ce que la dépendance de ces personnes faisait à l'entourage et aux femmes qui ne sont pas nécessairement vieilles.
puisque parmi les... Alors, on l'abordera peut-être au cours de cette soirée, mais je ne vous apprends certainement rien. Il y a certainement des aidants et des aidantes parmi vous, surtout. 63% des aidants en France sont des femmes, et la moitié seulement est retraitée. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont encore très jeunes. Et donc j'ai vu, ça m'a permis d'aborder un autre aspect du livre que je ne pensais pas aborder, c'est-à-dire ce que la dépendance fait aux femmes, qui, parce qu'elles sont éduquées comme ça, sont amenées à s'occuper des personnes les plus vulnérables de notre société, dans la sphère domestique, puisque ce sont souvent les épouses, les sœurs, les filles, qui sont amenées à s'occuper des personnes dépendantes, et dans la sphère professionnelle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que 95% des aides-soignantes, des aides à domicile, des infirmières, des personnes qui travaillent dans les EHPAD, hormis les directeurs, naturellement, sont des femmes. Et donc, ça m'a travaillé, et j'ai détricoté comme ça toute cette histoire de vieillissement, et je me suis demandé, mais pourquoi on nous impose de taire cette peur de vieillir, alors que en fait, ce double standard du vieillissement, c'est-à-dire le fait que les hommes et les femmes ne sont pas égaux face au vieillissement et face à la perception du vieillissement, commence extrêmement tôt. Marie-Laurence, n'hésitez pas à m'interrompre parce que je peux y passer 3 semaines. Hein. Je bois vos paroles. Alors là, effectivement... Monsieur, je continue. Hein. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais la peur de vieillir, ce qui est important aussi, mais vous allez y venir, Fiona, c'est... Donc là, on comprend bien votre peur de vieillir, et alors en plus ce déclenchement à 40 ans, enfin l'arrivée des 40 ans, on sait que c'est une étape effectivement importante pour les femmes, beaucoup. Je ne sais pas pour les hommes ça fait, mais pour les femmes c'est un cap. Et puis l'AVC de votre papa. Ouais. Comment, à partir de là, vous dites, j'ai commencé à détricoter, vous parlez du double standard, c'est là qu'on va aller au cœur du sujet. Ce double standard, en gros, pour aller en raccourci, il accepte moins le vieillissement des femmes que celui des hommes. Exactement. Et ça commence très très tôt. Et c'est en détricotant, je suis allée d'épiphanie en épiphanie pendant ce livre, c'était extraordinaire. Enfin, bon, j'ai adoré écrire tous mes livres, mais alors celui-là, il était particulièrement cher à mon cœur. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ça s'inscrivait très tôt, dès l'enfance. Les petites filles... ça, c'est vraiment une des vertus du livre, parce qu'effectivement, on ne pense pas à ça. Ça, vous nous montrez quelque chose de... L'agisme, c'est-à-dire que dès l'enfance, mais vraiment avant même de savoir parler, on apprend aux petites filles à être autonomes beaucoup plus tôt que les garçons. Et ça, on a des études, on a des dizaines d'études dont je cite un certain nombre dans le livre. On le sait depuis les années 70, et plusieurs études ont été réalisées dans le monde occidental en tout cas. Et dans le monde occidental, depuis les années 70, ça n'a pas évolué du tout. On apprend la propreté. On apprend aux petites filles à s'habiller toutes seules, à s'occuper d'elles toutes seules, à manger toutes seules, à se comporter bien en société, c'est-à-dire à ne pas faire de crise, à ne pas dire de gros mots, etc. En moyenne, 1 an et demi avant les garçons. Donc, ça veut dire que les petites filles, depuis les années 70, et certainement avant, et très très certainement avant qu'il y ait des études qui portent sur ce sujet, sont habituées à se comporter comme des midi-adultes beaucoup plus tôt que les garçons. Et du fait de leur éducation, elles sont aussi habituées, et ça n'a pas beaucoup changé malgré la progression quand même de l'égalité des genres, elles sont éduquées à être des suppléantes de leur mère. Donc souvent, ça a été le cas de ma propre mère qui était pourtant la cadette, elle s'est occupée de son frère aîné et de son frère cadet. C'était la suppléante de sa mère. Et il y a encore beaucoup de fratries dans lesquelles c'est toujours le cas, surtout quand ce sont des sœurs aînées. Donc elles sont responsabilisées, et là aussi des études démontrent que les petites filles participent beaucoup plus aux tâches domestiques et ou parentales que les petits garçons. Ça veut dire ne serait-ce que par mimétisme. En fait, elles voient que les mères font plus que les pères à la maison, et donc elles reproduisent les choses. Mais il y a l'éducation aussi, on considère que c'est plus du rôle des petites filles de faire ça, parce qu'elles sont naturellement plus douces et plus bienveillantes
mais il y a des tas d'études. On sait aussi que en classe aussi, les petites filles sont plus amenées à aider les personnes en difficulté, que ce soit des filles ou des garçons, mais notamment des garçons. Et ce sont des... le care est enseigné très tôt. Oui, oui. Et puis donc ça, vraiment, c'est extrêmement tôt. Et puis ensuite, il y a la sexualisation des petites filles qui arrivent à la puberté. Et là aussi, en détricotant tout ça, je me suis rendu compte, moi j'ai eu une puberté extrêmement précoce. J'étais pubère à 10 ans. Donc à 10 ans, j'ai eu mes règles à 10 ans. Et à 10 ans, j'avais l'air d'en avoir 15. Et j'étais traitée par les adultes comme si j'en avais 20, notamment par les hommes. Cette sexualisation, les hommes ne connaissent pas cette façon. Alors la puberté, l'âge moyen de la puberté en France c'est 13 ans, mais enfin peu importe, à 13 ans on est quand même très jeune, on est encore une petite fille. À 10 ans je l'étais je l'étais encore à plus forte raison. Mais tout d'un coup, parce que vous êtes sexualisé, vous êtes tenu responsable de l'évolution de votre corps et surtout des réactions que l'évolution de votre corps est susceptible d'entraîner chez la moitié de l'humanité. Ça vous responsabilise, ça vous colle un petit coup de pression direct. Hein. Ça vous apprend le sens des responsabilités que vous aviez déjà acquis. C'était bien. Le sens. C'était bien. Que vous aviez déjà acquis du fait de l'éducation, comme je viens de le dire, oui. Et des responsabilités, notamment domestiques, ménagères, affectives, etc., etc. Donc ça, c'est un peu... Donc ça veut dire qu'à la puberté... Ah, c'est vous, ça va. C'est Diane. Ah bah, bravo Diane. Je peux pas la prendre, c'est pas possible. Vous voulez que je lui parle? La sortie que t'arrives. La porte est ouverte, elle peut rentrer, oui. Je pense qu'elle a... C'est moi après. La pauvre sous la pluie. Ça veut dire, ce que vous êtes en train de dire, en fait, d'une certaine manière, on vieillit les femmes, les petites filles et les petites ados et les ados, on les vieillit beaucoup plus vite. Alors, j'ai fait partie de ces jeunes filles, certainement vous aussi. J'ai fait partie de ces jeunes filles, de ces enfants dont on disait qu'elle était mûre pour son âge. Tout à fait. Ce qui était considéré comme un compliment. Et bien sûr, et je prenais ça pour un compliment, avant de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas si exceptionnelle que ça et que la plupart de mes copines étaient mûres pour leur âge. Mais c'est pas parce qu'elles étaient plus intelligentes ou particulièrement plus responsables que les hommes au même âge. C'est juste qu'elles ont été responsabilisées beaucoup plus tôt qu'eux et qu'elles n'ont pas eu le choix. Donc en fait, le fait d'être responsable, c'était une forme d'instinct de survie. C'était juste on est obligé d'être responsable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous dit il faut que tu fasses attention à ton comportement, il faut que tu fasses attention à la façon dont tu t'habilles, aussi aux réactions que tu es susceptible de provoquer chez les garçons pour pas t'attirer des problèmes, etc. Ça responsabilise. Ça responsabilise et ça culpabilise même. Ça culpabilise bien évidemment et ça responsabilise du même coup et ça a un effet performatif, c'est-à-dire qu'à force d'entendre que vous êtes mûr pour votre âge et que vous êtes adulte désormais, etc., ce qu'on dit beaucoup plus aux petites filles qu'aux petits garçons, vous comportez de manière plus mature que les garçons. Donc ça a une incidence évidemment sur la façon dont vous percevez votre propre maturité. Et donc, vous devenez de plus en plus mature aussi. Alors c'est très étonnant parce qu'on demande donc aux petites filles et aux ados d'être plus mûres, enfin, de faire plus que leur âge finalement. Oui. Et après on demande aux femmes mûres de faire moins que leur âge. Voilà, alors ça et puis ensuite, on a été, c'est toujours le cas et c'est de plus en plus le cas. Et en plus, le marketing nous met un coup de pression, ça aussi, parce que moi, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant et je suis tombée sur un mec qui est père, qui a la paternité chevillée au corps et c'est vrai, et j'ai 3 belles filles et 2 belles petites filles. J'ai été belle mamie à 37 ans, je peux vous dire que ça aussi, ça colle un petit coup de vieux. Bref, et donc j'ai une belle fille qui a aujourd'hui 20 ans et avec qui dont je me suis beaucoup occupée et avec qui je faisais beaucoup de shopping quand elle était petite et tout. Et un jour, elle avait 12 ans, puis il fallait qu'elle aille chercher un soutien-gorge, puis elle préférait que ce soit avec moi, elle préférait aller le chercher avec moi plutôt qu'avec sa mère. Et on a essayé de lui trouver un soutien-gorge qui ne contienne pas de padding. Ah oui, ça c'est dingue. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire le rembourrage. Hein, oui, le rembourrage, voilà, alors qu'elle avait 2 petits pois. Bon.
Mais ça, c'était déjà le cas à mon époque, c'est-à-dire que le marketing sexualise les filles très très tôt. Et ça aussi, je le dis. Et en fait, c'est même avant la puberté, les petites filles, parce que les jouets sont genrés et que les petites filles ont beaucoup moins le choix dans la large gamme des jouets qui existent. En gros, la plupart des jouets pour filles se concentrent autour du care. Donc de prendre soin d'un bébé, de trucs, voilà, de jouer à des tas de choses, ou prendre soin de soi, donc d'être belle. Et être belle passe par se maquiller, donc ressembler à une adulte. Mmh. Donc tout ça, c'est voilà. Ouais. Et juste une petite anecdote à propos de ma belle petite fille. À l'époque où je gambadais dans la prairie en me disant non, c'est l'égalité est acquise, tout va bien, tout va bien. Tout le boulot est fait. Bref, on allait chez Claire's. Elle adorait Claire's, comme toutes les petites filles, certainement. Et je lui ai acheté, je me souviens très bien, je lui ai acheté des masques anti-rides aux effigies des princesses Disney. Ces masques existent toujours. C'est incroyable. Et je me dis, oh, que c'est mignon. Et donc voilà. Et en fait, tous ces messages-là, il y en a partout, tout le temps. Et ils ont tendance, parce que du fait de la surconsommation et de la surproduction, il y a encore plus de choses qu'il y en avait dans les années 90 quand j'étais enfant. Mais dans les années 90, il y avait déjà du maquillage pour les petites, etc., etc. Il y en a de plus en plus. Il n'y a pas l'équivalent chez les garçons. Oui. Du tout. Donc en fait, c'est bien de faire mûr et d'être sexualisé le plus tôt possible, voilà, exactement. Mais sans une ride. Exactement. Et alors ensuite, si possible, rester, mais sans aucune ride. Donc ensuite, c'est ça. Donc en fait, il faut avoir l'air d'avoir 20 ans, oui. Vers à peu près 15 ans. Et vous avez le droit de vieillir jusqu'à 25 ans, puis après vous arrêtez jusqu'à votre mort. Voilà. 30 ans peut-être dans certains cas. Oui, d'accord. Oui. On passe pour reprendre vos mots, on passe du t'es mûr pour ton âge à t'es bien conservé. Exactement. Comme un... Voilà. Exactement. Et en fait, tu es bien conservé pendant très longtemps. Alors, on me l'a pas dit, mais il y a beaucoup de femmes qui considèrent encore que c'est un compliment. Absolument. Voilà. Ce qui est grave, parce qu'en fait, quand on détricote cette expression, qu'est-ce que ça veut dire être bien conservé? Ça veut dire être encore consommable. Par qui? Par des gens qui ne se posent pas la question de leur propre consommabilité. Hein? En général. Et quand on est consommable, qu'est-ce qui est consommable? De l'alimentation, par exemple, des objets. Et donc, être traité de pot de yaourt, littéralement, que l'on soit du bon côté ou du mauvais côté de la date de péremption, ça devrait alerter absolument tout le monde. Toutes les femmes, qu'elles aient 12, 25, 35 ou 92 ans. Et au-delà, bien sûr. Et en dessous. Je voudrais lire un petit extrait pour la question suivante. Parce qu'il semblerait, en tout cas à lire votre livre, Fiona, qu'il n'en ait pas été toujours ainsi. Vous écrivez... Pardon, Marilo, excuse-moi, j'ai une... oui, une épiphanie de nouveau. Non, mais je voulais ajouter un autre truc. Oui. Je voulais ajouter un autre chose qui me paraît important avant que vous... Oui. Développer un autre point, c'est que comme la plupart des filles de 40 ans, enfin, j'ai été élevée devant des séries du Club Dorothée, très générationnel, bref, et dans laquelle, pardon, je vais recommencer, ça sera coupé au montage. Donc j'ai appris la bonne féminité dans les magazines féminins, parce que chez moi, donc je recommence, hein. J'ai appris la bonne féminité dans les magazines féminins qui m'obsédaient parce qu'ils étaient interdits chez moi, parce que tout ce qui est relevé du féminin était considéré comme, par la plupart des gens d'ailleurs, comme futile, donc débile. Et mes parents étaient profs. Et donc on ne lisait pas ces genres de conneries à la maison, je cite. Donc je n'avais pas le droit de regarder ce genre de magazine féminin. Donc évidemment il m'obsédait. Donc j'achetais Cosmo 20 ans. Et jeune et jolie.
jeune et jolie. Vont bien ensemble. Hein. 20 ans, jeune et jolie. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de message subliminaux là. Il n'y a pas de message subliminaux du tout. Donc le vieil et moche n'existait pas, donc c'était jeune et jolie. Voilà, et je lisais ça vraiment comme mes copains garçons devaient lire du porno sous leur lit ou je sais pas. Mais vraiment, c'était un truc, je n'avais pas le droit de regarder ça. Et dans Jeune et jolie et 20 ans, je lisais des articles sur la façon dont dont on pouvait préserver l'éclat de son teint et donc ne pas avoir de rides. Donc la moyenne d'âge de Jeune et jolie, c'était 15 ans. Et il y avait des pubs, pour des produits anti-âge, mais ça c'était dans les magazines féminins, mais partout, sur tous les abribus, etc. Et il y en a de plus en plus. Il y avait des pubs pour des produits anti-âge qui étaient uniquement destinés aux femmes et qui étaient incarnés par des femmes qui n'étaient pas beaucoup plus vieilles que moi. L'expression même anti-âge, elle est diabolique. Bien sûr. Et donc, j'ai baigné là-dedans, alors que je n'avais pas encore les réseaux sociaux, évidemment, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est encore plus le cas avec les réseaux sociaux, mais j'ai intégré l'idée très jeune, avant même d'avoir ma première ride, ou d'être à peine pubère à la limite, j'avais intégré que vieillir était un risque pour moi, qui allait me priver de quelque chose qui était apparemment fondamental, dixit le marketing et absolument tout ce qui m'entourait. Et là, j'arrive aux séries dont je vous parlais. En fait, en termes de représentation, moi j'ai toujours su que je ne voulais pas avoir d'enfant. La maternité m'a toujours semblé incompatible avec mon essence, enfin ma nature. C'est pas naturel pour moi. Et il se trouve que dans les séries que je regardais, qui étaient à disposition à la télé, en fait, les filles étaient cool jusqu'à 20 ans, 25 ans. Ensuite, elles devenaient mères et sérieuses. Et ensuite, elles disparaissaient et elles devenaient grand-mères, plus ou moins indignes. Et donc, mes perspectives d'évolution étaient assez nulles. Je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire après 25 ans, en fait, dans la mesure où je ne veux pas être maman. Oui, là, ça limite beaucoup les Alors que les mecs, ils continuaient à être aventuriers, beaux gosses, machin, etc. Mais donc, voilà. Je vous ai entendu dire sur un plateau télé, justement, Fiona, on passe notre existence à avoir peur d'être périmé, de vieillir, donc on passe notre existence à avoir peur d'exister. Bah oui, parce que c'est le principe en fait de vieillir, c'est de vivre. En fait, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vieillit plus, on meurt. Absolument. Et c'était donc ma deuxième question. Allez-y, Marie-Laurence, vous êtes chef ici. Est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Et vous écrivez, ma grand-mère n'a jamais revendiqué d'être encore jeune, passé l'âge où elle ne l'était plus. Elle n'a jamais maudit son corps de l'obliger à ralentir son rythme, qui, il est vrai, n'a jamais été effréné. Le vieillissement et la vieillesse étaient pour elle dans l'ordre des choses. Elle ne les contestait pas, ni ne s'en affolait. Voilà. Donc, on va dire, il y a peut-être eu un moment où c'était moins grave. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui s'est aggravé ces dernières décennies, cette injonction à ne pas vieillir pour les femmes? Alors, absolument. D'ordre général, ça n'a jamais été une très très bonne idée de vieillir. Hein. Il valait mieux être resté jeune, parce que ça symbolisait la mort, etc. Néanmoins, la vieillesse, ou en tout cas la vieillesse était associée à la sagesse, du moins chez les hommes. Toujours pareil, hein, sinon la vieillesse était associée aux sorcières, donc ça c'était moins bien. Mais comme ça constituait une espèce de prouesse finalement, dans une société où il y avait très peu de vieux, le fait d'être âgé, c'était une prouesse et c'était associé à l'expérience. Et l'expérience était très valorisée à une époque. Et puis tout a commencé à se barrer en... Sucette? Sucette? Écoutez, disons sucette. Au moment de la révolution industrielle et au moment à l'avènement du capitalisme, en fait, où donc les méthodes de production, en fait, ça a été l'avènement du renouvellement permanent, où la vitesse, la productivité ont pris le pas sur l'expérience et sur
et sur Oui, il y a une vraie articulation entre le capitalisme et la vision capitalistique de tout. Exactement. Bah, c'est le renouvellement permanent que ne peut pas incarner évidemment les personnes plus âgées. Et puis il y a eu disons le basculement a eu vraiment lieu dans les années avec la révolution de 68. C'est vraiment la révolution, enfin la génération de ma mère qui a institutionnalisé le jeunisme et qui a fait de la jeunesse une valeur en soi. Puisque, en fait, les mouvements de mai 68, ça a été symboliquement une rupture par rapport à un ordre établi qui représentait le passé. Et donc, c'est cette génération des 68ards qui a vraiment achevé de propulser la jeunesse comme une vertu, comme une valeur, comme le seul modèle, finalement, sociale. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes de mai 68, enfin de cette génération, des boomers, dont ma mère était une représentante, ne se voit pas vieillir. C'est-à-dire qu'elle parle d'elle, mais alors qu'elle a 69 ans aujourd'hui, elle ne se voit pas comme une personne âgée. Les vieux, c'est les autres. Mais vraiment, toujours. Et ses copines, c'est pareil. Et en fait, elles ne se sont pas vues vieillir. Elles refusent de vieillir. Et parce que, pour elles, jusqu'à ce que mon père tombe gravement malade, il est plus malade aujourd'hui, il est dépendant. Mais elle se considérait comme une jeune femme de 40 ans, puis une jeune femme de 50 ans, puis une jeune femme de 60 ans. C'est-à-dire pour elle, et elle maudissait son corps, effectivement, de la ralentir, et puis son visage de se rider. Enfin, pour elle, les cheveux blancs, etc., c'était quelque chose qui était infamant. C'est quand même beaucoup ce que nous dit la société. Exactement. Et il y a tout un chapitre dans votre livre sur enfin, vous parlez du contexte professionnel dans plusieurs chapitres, mais il y a vraiment un chapitre dédié qui s'intitule le burning out des working girls. Le burn-out des working girls. Burning out, c'est le burn-out des working girls. Et là, on voit aussi que, d'un point de vue professionnel, c'est très, très, très important d'incarner des valeurs de jeunesse. Ah, bien sûr, bien sûr. Et dans les entreprises, en fait, ça aussi, ça a été prouvé avec plein d'études, on démontre que les femmes sont perçues comme seniors 7 ans avant les mecs. Ce qui ajoute un obstacle à leur parcours qui est déjà semé de pas mal d'obstacles. De pas mal d'embûches, oui. Sachant que l'injonction à la maternité fait qu'en fait, elles sont présumées mères. Entre 20 et 30 ans, la maternité est évidemment considérée comme un risque pour l'entreprise. Donc du coup, on s'imagine, même moi, ça a été le cas dans une entreprise de presse féminine, c'est-à-dire qu'on m'a demandé si je n'avais pas prévu d'avoir des enfants dans les 5 minutes, quoi. Et quand vous dites non, en fait, l'injonction à la maternité est tellement forte qu'on vous soupçonne de mentir. Moi, je changerai d'avis. Ah, c'est sûr, si ça se trouve, elle est déjà enceinte. Enfin, bon. Non, c'est un truc, voilà. Donc en fait, vous avez une fenêtre de tir pour bosser, pour faire carrière. Donc entre 20, ça dépend des milieux, mais enfin, disons entre 25 et 37, vous êtes susceptible de tomber enceinte à n'importe quel moment. Et puis ensuite, vous êtes vieille. Et ce qui se passe dans les Donc vous avez une fenêtre de tir de une demi-heure. Et ce qui se passe, c'est que moi, je l'ai vécu moi-même et je l'ai vu autour de moi et je le vois encore sur des femmes bien plus jeunes que moi, c'est que on s'arrange pour que le fait d'avoir des enfants n'ait aucune incidence sur notre vie professionnelle. On s'arrange, donc c'est une double injonction de malade, puisqu'on s'arrange pour à la fois être une mère parfaite, mais que surtout notre employeur ou nos clients n'en souffrent pas. Oh ben non, les pauvres, ils sont sensibles. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce que vous auriez des pistes de... Vous en proposez, puis dès l'introduction, là aussi avec beaucoup d'humour, mais quelles sont les pistes pour sortir de ce cocktail pernicieux, comme je l'appelais tout à l'heure, entre agisme et sexisme? Parce que donc agisme,
plus sexiste, c'est vraiment la double peine pour les femmes. Ah, c'est la double peine. C'est la double peine. Et encore une fois, et même chez les féministes, on a du mal à s'emparer de ce sujet. C'est-à-dire que même chez les féministes, c'est assez récent, et même chez les féministes, on m'a demandé mais pourquoi t'écris ça aussi jeune, quoi. Comme si on n'intégrait pas très tôt les préjugés sur le vieillissement, et comme et comme si on n'était pas concerné très jeune soi-même, et comme si ces préjugés sur le vieillissement n'influaient pas notre comportement sur les personnes et notre propre perception du vieillissement. Oui, mais tout à fait. C'est vrai qu'il y a un déni, y compris chez les féministes, un déni c'est-à-dire qu'on conçoit qu'une personne parle de sa ménopause quand elle traverse sa ménopause. Donc en fait, on conçoit qu'elle parle de l'expérience qu'elle vit de la vieillesse, du vieillissement, mais pas parler de ce double standard et de comment ça vient, comment cette peur de vieillir vient aux femmes. Oui, et c'est vraiment le travail de votre livre, parce que vous montrez admirablement, et enquête à l'appui et études à l'appui, que justement c'est une construction, et c'est qu'une construction, et vous nous l'avez bien dit, qui vient très très jeune. Donc c'est pas un problème de vieille en réalité. Non, mais bien sûr que non, c'est un problème de société. Et c'est pas comme si un jour, bam, on arrive à la retraite, on se dit oh ça y est, ça y est, je vais commencer à me préoccuper de vieillesse et de vieillissement et de la façon dont on traite les vieilles et les vieux et surtout les vieilles dans cette société. Alors moi je suis pour qu'on réhabilite le terme vieille, parce que c'est pas un problème d'être vieille. C'est exactement comme c'est pas un problème d'être gros ou c'est pas un problème d'être noir. Et en fait, le fait qu'on utilise des euphémismes ou des guillemets traduit le problème que la société a avec les termes que les termes désignent. Tout à fait. Et cette phrase est un peu bancale, pardon. Alors, je vais vous en proposer une autre jolie phrase qui est de vous. C'est vrai, on devrait dire les vieilles, comme on dit les jeunes. Voilà, d'ailleurs, c'est pas un problème. J'ai reçu plusieurs personnes ici qui travaillent ces sujets-là et qui revendiquent le terme de vieux et de vieille. Si on dit les jeunes. Mes vieux et mes vieilles. Voilà. Ouais. Bien vieillir, ce n'est pas résister au temps, mais faire du temps qui nous reste ce qu'on veut et ce qui nous ressemble le plus. Ça, c'est une belle proposition. Oui, parce que je me suis rendu compte que la définition du bien vieillir était complètement terrifiante. Complètement terrifiante et complètement capitaliste aussi, et classiste, parce que bien vieillir, par exemple, mon père a mal vieilli. Très clairement, il a mal vieilli, donc c'est un peu culpabilisant pour les gens qui vieillissent mal. Et puis, bien vieillir, ça implique aussi, ou ça suggère que... c'est une autre expression, l'âge, c'est dans la tête. Donc c'est une question de volonté, non pas d'avoir son âge, mais de rester jeune, parce que c'est ça en fait l'idée. L'enjeu, c'est évidemment de rester jeune. C'est pas l'âge. Quand on dit l'âge, c'est dans la tête, c'est en fait la jeunesse, c'est dans la tête. Donc ça implique que c'est une question de volonté. Or, rester jeune, ça n'est pas... Il n'y a pas que la volonté qui compte, c'est-à-dire que les moyens économiques, notamment, compte beaucoup. Là aussi, on sait que l'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres, elle est de 10 ans et 14 ans en bonne santé. Donc ça ne veut pas dire que les ouvriers ne veulent pas ou ils mettent de la mauvaise volonté. Non, ça veut dire que le vieillissement et le bien vieillir n'est pas qu'une question de volonté, et c'est aussi une question de privilèges, et notamment de privilèges économiques. Et puis, donc déjà, ça implique qu'il y a une hiérarchie entre les personnes qui vieillissent bien et les personnes qui vieillissent mal. Et en plus, les personnes qui vieillissent mal, ce sont toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que en fait, cette conception du bien vieillir ne déconstruit pas le double standard du vieillissement et le fait que la perception des signes du vieillissement est très différente selon qu'on soit un homme ou une femme. Les signes du vieillissement ne sont pas perçus du tout de la même façon selon qu'on soit un homme et une femme. Donc le fait de bien vieillir, pour un homme par exemple, le fait d'avoir des rides, le fait d'avoir des cheveux blancs, voire pas de cheveux, ne sera pas perçu comme un handicap ou un signe qu'il vieillit mal, alors que ce sera le cas pour les femmes.
Donc cette question du bien vieillir ne règle pas ce problème de sexisme en fait. Oui, c'est tout à fait bien montré, Fiona, parce qu'effectivement, le capitalisme a pour stratégie de toujours nous faire passer des problèmes collectifs ou des problèmes de société pour des problèmes individuels. Bien sûr, c'est de ta responsabilité. Absolument. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Là, c'est dans la tête, c'est vraiment ça. Ça fait penser au travail on en parlait là avant de commencer cette rencontre, au travail de Camille Test qu'on a reçu ici aussi, qui a écrit Politiser le bien-être et qui explique bien que le bien-être, c'est pareil. Si t'es pas bien, t'es une mauvaise personne. C'est exactement ça. Si t'es pas dans le bien-être, tu es une mauvaise personne. C'est quand même que tu fais pas ce qu'il faut. Et en fait, il y a une double définition aussi du bien vieillir. C'est-à-dire que surtout quand vous êtes une femme, qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir? Ça veut dire en fait rester jeune. Ça veut dire ne pas vieillir. En fait. Ça. Donc bien vieillir, c'est ne pas vieillir. Et donc les mauvais vieux, ce sont juste des vieux. Mais c'est par définition mauvais. Ouais. Donc une bonne vieille, c'est une vieille qui a l'air jeune et qui se comporte comme une jeune, donc qui continue d'avoir des activités codées comme étant des activités de jeunes. Ce qui en soi est problématique, puisque pourquoi vous arrêteriez de faire des activités que vous avez aimé faire toute votre vie? Alors bien sûr, vous vous adaptez. Mais enfin, pourquoi vous arrêteriez de faire des choses codées comme étant des choses de jeunes, comme par exemple danser, si vous avez aimé danser toute votre vie? Moi, je suis tatouée. Je suis plus tatouée qu'une feuille de sécu, j'adore ça. Bon, j'ai commencé, et en fait, je pense que je vais continuer de me faire des tatouages jusqu'à la fin des temps, parce que ça me plaît. Et on m'a dit aussi, mais tu te rends compte, mais comment tu feras quand tu seras vieille? Mais en fait, mon corps n'a pas vocation à décorer l'espace public. Donc déjà, et si ça te heurte, je t'invite à simplement détourner le regard. Regarde ailleurs. Enfin, voilà. Très bien. C'est vrai, pourquoi il faudrait arrêter tout d'un coup de se tatouer? Donc moi, je me tatoue tous les ans. Voilà. Et je le ferai jusqu'à mes 90 ans. C'est bien, je fais 1m72, donc j'ai de la place. Bon, merci beaucoup, Fiona. Merci beaucoup. À vous.